Bonjour à tous et bienvenue sur Le Petit Stade, un podcast où on parle de foot avec ceux qui le font vivre sur et en dehors des terrains. Et aujourd'hui, on a la chance, le privilège de recevoir Jean-François Vuillet. Salut Jeff, comment tu vas? Bonjour Antoine, un grand plaisir de te retrouver en tant qu'ancien de l'Olympique Lyonnais. Ouais, ça fait plaisir de le mentionner, merci bien. Merci aussi d'avoir reçu et accepté l'invitation. Aujourd'hui, on a 1 heure d'entretien. Donc, comme je te l'ai dit, on va aborder différents aspects de ta carrière. On va retracer un petit peu ton parcours en passant par tes débuts à Thonon, mais aussi à la Fédération française de football. Puis on accordera une majeure partie de l'entretien à l'Olympique Lyonnais, qui est une grande partie de ta vie. On finira sur ta vie danoise actuelle et tes futurs projets, ambitions, vu que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Avant tout ça, je vais te laisser te présenter brièvement, très brièvement, pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Jean-François Vuillet, 52 ans, donc j'ai passé toute mon enfance à Thonon-les-Bains, Ouais. donc au Savoyard d'origine. Et j'ai ensuite fait mes études à Lyon, donc j'étais quand même prédestiné à être à un moment donné lyonnais, donc en STAPS, où j'ai passé mes 5 ans. Et puis ensuite, j'ai continué vers mon métier d'éducateur et d'entraîneur, et je pense qu'on va passer un peu de temps là-dessus. En effet, on va passer un peu de temps là-dessus. D'ailleurs, ça va être la majeure partie de l'entretien. Avant de se plonger dans ces sujets, j'aimerais que tu nous décris un petit peu le type d'enfant que tu étais. Et du coup, dans cette enfance, quels ont été tes premiers liens avec le ballon, avec le football? J'étais un enfant assez timide, pas introverti, mais timide. J'étais pas leader à l'époque. Et j'étais surtout un garçon qui adorait être dehors, qui adorait courir dans les champs, qui adorait jouer avec les copains à l'école, en bas de l'immeuble au football, qui adorait aller faire des cabanes dans la forêt. Enfin voilà, j'étais un garçon qui aimait être dehors et qui était tout le temps en short ou en survêtement avec des baskets. Parce que C'est marrant ce détail un peu, là. c'était ma vie, et quand j'étais pas à l'école, j'étais plutôt dehors qu'à la maison. Donc j'avais besoin d'être avec les autres, d'être aussi avec des potes. Ouais. Et voilà, c'était toute mon enfance. Et j'ai passé mon enfance à jouer au foot, à jouer au tennis, à faire du judo, à pratiquer au bord du lac Léman, aller nager, faire de l'aviron, enfin bref, du canoë. J'ai vraiment aimé ça, être dehors. Et j'avais pas une volonté d'être footballeur professionnel. Je jouais à Thonon, dans un club qui était en D2 à l'époque, quand j'étais tout petit, Ok. et qui avait même un centre de formation, et après qui a eu des problèmes, donc qui est redescendu en National 2, 4e division à l'époque. Et j'ai fait toute ma carrière dans ce club parce que j'aimais le football, et j'avais pas un désir profond d'être footballeur professionnel. C'était pas quelque chose qui était naturel pour moi. J'avais juste un désir de jouer au football, d'être avec des copains, et de continuer à évoluer et de m'entraîner normalement. Mmh. Et alors tu m'as confié en off que tu es arrivé quand même jusqu'en National 2, avec Thonon, ce qui est quand même un niveau assez haut pour, enfin qui est compliqué à atteindre pour la plupart des footballeurs. À partir de quel moment du coup est-ce que tu as décidé de passer au bord du terrain? Comment est-ce que ça s'est fait ça? Je suis parti faire mes études en STAPS à Lyon, parce que j'aimais le sport. En fait, mes parents m'ont toujours accompagné dans mes désirs, donc je suis parti en STAPS. Et puis, j'avais pas une idée très, très claire du métier que je voulais faire. Je voulais simplement travailler dans l'univers du sport, et j'avais plutôt une volonté d'être manager. J'aimais bien le management, manager des événements sportifs, plutôt sur les aspects commerciaux du sport à l'époque, qui se développaient dans les années 95-2000. Avec l'apparition des grandes marques comme Decathlon, Go Sport, des événements sportifs. Donc j'avais plus cette ambition. Et puis à la fin de mes études, je me suis retrouvé, je suis retourné chez papa et maman, après 5 années passées à Lyon, et puis pour faire l'armée aussi. Et puis j'ai continué à jouer au football dans mon club, et comme j'avais fait des études en STAPS, et j'avais quand même une base sur la connaissance sur l'apprentissage, sur le développement des jeunes, le club m'a proposé un boulot à mi-temps, à mi-temps sur l'entraînement. Donc je me suis occupé des petits, des U10, c'était les poussins à l'époque, la section sportive U15. Et en fait, ça a été mes premiers pas d'éducateur. OK. En fait, mon projet professionnel s'est construit Au fur et à au mesure. fur et à mesure, et en marchant finalement. Et on Mmh. construit son chemin en marchant. Et ça a été le début de mon métier, enfin de ma vie Et professionnelle. en parallèle, tu travailles aussi à la Fédération française de football.
J'ai commencé d'abord en tant qu'éducateur à Thonon À Thonon, ouais. 2 ans. Mmh. Et ensuite, en fait, au district de football de Haute-Savoie Pays de Gex, ils cherchaient des éducateurs pour aider le cadre technique, le conseiller technique à l'époque. Et donc, j'ai été pris parce que bon, je connaissais quand même, j'avais quand même une base solide en termes de formation universitaire. Ils cherchaient des jeunes qui se lançaient dans le métier d'éducateur. Donc voilà, j'ai été pris dans ce métier et je me suis retrouvé donc au district de football sous l'égide de la Fédération française. En fait, un district, ça sert à quoi? C'est organiser les compétitions et former, détecter et former les coachs. Qu'est-ce que tu apprends à la Fédération française de football qui te sert encore, aujourd'hui? Franchement, ça a été un élément très, très structurant pour ma carrière d'entraîneur parce que je me suis retrouvé à être accompagné par des formateurs expérimentés Mmh. qui formaient depuis, des générations des éducateurs de football et donc en fait, j'ai été, dans l'analyse en fait, de l'entraînement et dans l'analyse de l'accompagnement pédagogique en fait. Et ça, tu vas Et t'en servir toute ta carrière? exactement et en fait, j'ai dû très jeune, analyser, observer des coachs et leur apporter des éléments complémentaires qui leur permettent d'avoir des meilleurs comportements pédagogiques avec les jeunes et avec les adultes. Donc j'ai dû prendre beaucoup de recul sur, le métier, sur, les principes pédagogiques et donc ça m'a structuré, ça m'a formé au fur et à mesure. Donc j'ai pu, structurer mon approche pédagogique et je pense être à la bien meilleur, dans l'accompagnement pédagogique à la fois des coachs, mais aussi moi, avec les jeunes quand j'étais sur le terrain. Donc ça a été un élément très, très structurant, à la fois pour accompagner pédagogiquement les coachs, mais aussi pour monter des projets. Donc pour monter des projets au niveau des clubs, mais aussi, au niveau des séances, ou des projets, éducatifs. Donc, ces passages à Thonon et à la fédération, vont formater un petit peu ta carrière, vont te permettre aussi de te propulser et on arrive du coup, au sujet, suivant qui est l'Olympique Lyonnais. En 2011, c'est, Rémi Garde qui te fait venir pour être, éducateur en préformation. À ce moment-là, quelles sont les demandes et quels sont les objectifs qu'on t'impose? En fait, j'étais devenu cadre technique de la fédération, de 2005 à 2011 et j'avais initié des projets, innovants et je pense que c'est un élément de mon parcours aussi, c'est l'innovation Ouais, et on revient dessus après. j'avais mis des projets innovants en place, au district de football, notamment dans l'accompagnement des clubs parce que pour moi, le club de football amateur, je le répète souvent, c'est la seule cellule de vie du football. Cellule de vie du football. Et s'il n'y avait pas les clubs amateurs, il n'y aurait pas les jeunes dans les centres de formation, il n'y aurait pas des équipes professionnelles à ce niveau en France. Donc il me paraissait j'avais axé mon projet et ma stratégie en tant que cas technique sur 2 choses, c'est-à-dire la formation des éducateurs, bien sûr, Mmh. et l'aide et la structuration des clubs pour les aider à vivre dans un univers qui devenait très, très complexe sur le plan social, sur le plan des ressources, sur le plan du bénévolat, sur le plan de l'expertise pédagogique. Mmh. Ça, c'était un élément très important et donc comme j'étais assez innovant, je m'étais rapproché de la Ligue qui m'avait aidé à l'époque, Jean-Yves Vaugier, Franck Tivillier qui m'avaient aidé dans mon accompagnement de structuration des clubs et donc dans ce cadre-là, j'avais aussi rencontré Rémi Garde qui passait son BE2 à l'époque D'accord. et en fait, Rémi Garde était, en reconversion, en formation. Il passait et dans le cadre de son BE2, il avait fait un mémoire sur la formation à l'Olympique Lyonnais avec un diagnostic qui lui avait, fait émerger le fait que, il fallait, continuer à faire avancer la méthodologie OL, que les clubs français s'organisaient, étaient de plus en plus structurants, de plus en plus performants et qu'il fallait continuer avec l'OL à avancer, à innover sur le plan méthodologique pour ne pas être en retard, Mmh. par rapport à d'autres clubs formateurs français, mais aussi aux clubs étrangers on s'apercevait que les clubs allemands, italiens, anglais, enfin tous les clubs européens se structuraient de plus en plus et innovaient au sein de leur centre de formation. Donc il y avait l'Olympique Lyonnais qui était qui est un club formateur, qui a été le premier club formateur en France avec Auxerre et Nantes dans les années 70, premier centre de formation dans les années 70, devait continuer à évoluer. C'était important et il avait donc dans son mémoire initié quelques principes d'évolution qui étaient pour lui majeurs dans le cadre de la formation à l'Olympique Lyonnais. Et on s'est rencontrés. Mmh. Et du coup, ça a matché très, très vite en termes de valeurs et en termes de vision.
Et donc, je suis rentré à l'école de foot parce que la formation à l'Olympique Lyonnais commence à l'école de foot. Ouais. Donc, je suis rentré pour m'occuper des U7, U12 et U13, U15, la Ouais. préformation. Et donc, j'avais avec Jean-Yves qui s'occupait aussi de la préformation et Stéphane Roche qui était directeur du centre pour vraiment, dès l'école de foot et la préformation, faire évoluer la méthodologie OL. Alors, quand tu parles d'innovation, je trouve que c'est assez abstrait, en fait, dans un cadre de formation. Concrètement, comment est-ce que tu innoves et encore plus dans une structure comme, l'OL, par exemple? Moi, je pense que j'ai une forme de créativité et d'innovation qui me permet d'avoir une vision sur ce qui peut être demain, en fait. D'accord, OK. Et comment faire avancer la formation à l'Olympique Lyonnais par rapport à ce qu'elle était avant. Et ça a été un des grands paradoxes quand je suis arrivé, parce que les gens, les personnes qui étaient au club depuis des années, pouvaient pas Mmh. ils se disaient: «Mais pourquoi on change des choses qui Qui fonctionnent, fonctionne très bien. qui fonctionnent très bien, et pourquoi faire évoluer, en fait, puisque ça fonctionne?» Mmh. Mais on sait que que ce soit dans le business ou dans la performance, peu importe, et quand on regarde pas que les sports collectifs, mais les sports individuels, notamment, ils ont besoin d'être dans la performance, ils sont constamment dans l'innovation et l'évolution. Ouais. Et ce qui est important, c'est de pouvoir innover. Pourquoi innover? Parce que l'innovation va apporter l'évolution, et Mmh. l'évolution va devenir une norme. Et après, finalement, la norme, on se rappelle plus que ça a été une innovation il y a 10 ans en arrière. OK. Et en fait, le principe, c'est ça, c'est que on avait mis en place on avait envoyé des questionnaires à des anciens du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Moi, j'avais pris 3 ans pour bien observer la culture de l'OL, parce que moi, j'avais pas une culture de haut niveau au départ. Il Mmh fallait mh. observer ce qui se passait dans la vie de l'Olympique Lyonnais, comment les séances étaient créées, qu'est-ce qu'était la culture de formation dans la technique, les jeux, comment on appréhendait la formation à l'Olympique Lyonnais, la compétition. Ça fait partie de la mise en place de l'innovation, si je comprends Exactement. bien. Donc OK. il faut bien contextualiser, il faut bien avoir un regard à la fois objectif, essayer de ne pas être dans ses croyances, mais avoir un regard objectif de ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais et comment on peut faire évoluer le système, en fait. Mmh. On avait beaucoup parlé avec Rémi Garde. Et donc, il y a 2 choses. Un, c'est qu'est-ce qu'on met en place? Donc on avait envoyé des questionnaires effectivement à des anciens de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire évoluer la méthodologie? Parce que quand on a des jeunes qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils vont jouer en pro dans 10 ans. Mmh. Donc comment va être le football dans 10 ans? Ouais. Donc c'est imaginer comment le jeu va évoluer et comment socialement les joueurs vont évoluer, comment le système football va évoluer. Parce qu'en 12 ans, à l'Olympique Lyonnais, il a beaucoup évolué. L'environnement, les agents, les contrats, etc. C'est un élément aussi important qu'il faut prendre en compte. Donc, quel élément innovant mettre en place? En fait, ça a été une question avec ce paradoxe des gens qui, quelque part, étaient un peu réfractaires quelquefois à l'innovation. Donc, il a fallu convaincre, il a fallu travailler pour mettre en place de l'innovation. Alors, qu'est-ce que l'innovation? Qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est ça. C'est ça. Je pense Donc que la réponse... concrètement, enfin, ce que tu me dis est concret, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, un exemple d'une innovation qui a fait avancer, les méthodologies dans le centre et à cette époque-là, du coup, à la préformation? Ce qu'on a, alors, je vais parler préformation, mais formation aussi, parce que Tu regroupes tout ça? ouais, je veux regrouper parce que pour moi, la période préformation, ça a été une période d'expérimentation. Et en tant que directeur du centre pendant 6 ans après, on a pu vraiment mettre en place une organisation, je pense, Mmh. qui était performante. Donc, quels sont les éléments d'innovation? Les éléments d'innovation, ça a été déjà euh, qui peuvent paraître naturels, mais à l'époque, il n'y avait pas d'analyse vidéo au centre de formation. C'est des choses simples, ça. Maintenant, tous Ouais, les clubs, maintenant ça nous paraît simple, mais à l'époque à l'époque, ça il y l'est pas tant. avait, même à l'époque, même chez les pros, c'était Bruno Genesio, l'adjoint de Rémi Garde, qui faisait les montages vidéo. Mmh. Donc, il faut se rappeler que c'était en 2012, 2013, 2014. On parle d'une dizaine d'années, quoi. Il y avait pas d'analyse vidéo dans les centres de Oui, formation. maintenant ça paraît naturel, mais ça l'était pas à l'époque. Quand je suis parti, il y avait une analyse vidéo par catégorie, en préformation et en formation jusqu'à CFA. Donc ça, c'est un exemple très concret Avec la, d'avancement et d'innovation. avec la mise en place d'une grille d'analyse de la performance du joueur à travers l'analyse vidéo. Mmh. Parce que, ok, qu'est-ce qu'on analyse sur le plan vidéo? Mmh. Mettre en lien l'analyse vidéo avec des critères d'analyse par rapport à la performance et ce qu'on veut voir dans le jeu. Ensuite, un autre exemple
basique et concret, quand je suis arrivé à l'époque, il y avait un préparateur physique pour U16, U17, U19 et la réserve. Quand je suis parti, il y avait un préparateur physique par catégorie de U13 jusqu'à la Nationale 2. Même en Nationale 2, il y a deux préparateurs physiques. Donc, en fait, on a structuré les staffs. Il y avait un éducateur par catégorie. Et au fur et à mesure, on a mis 2 éducateurs par catégorie. Pourquoi 2 éducateurs? Parce que l'idée, c'était de faire matcher un éducateur qui soit issu ancien joueur professionnel et un éducateur qui soit issu du monde universitaire ou du monde amateur, etc., pour créer une émergence, quelque chose de différent. Parce que moi, j'aime beaucoup pouvoir associer des personnes différentes, parce que j'imagine que c'est la richesse et qu'on peut faire émerger des idées, des débats et créer, en fait, faire avancer en fait faire avancer les joueurs, faire avancer le système. Donc ça, c'était plutôt pour la structuration. En préparation physique, par exemple, j'ai fait venir une personne il y a 6 ans, Sébastien Renaud, sur le travail des préférences motrices. En fait, qu'est-ce que c'est les préférences motrices? C'est que chaque personne est née avec comment dire, des attitudes motrices naturelles. Toi, si je te lance une balle, tu vas te retourner, si tu es dos à moi, je te lance une balle, tu vas te retourner à droite ou à gauche. Ok, donc en fait, chacun a un œil directeur, chacun a des préférences motrices qui sont différentes. Et l'idée, c'est de mieux connaître le joueur pour mieux le situer sur le terrain par rapport à sa position. Parce que si tu mets un joueur, par exemple, ailier droit ou ailier gauche, en fonction de sa préférence motrice, à droite, peut-être qu'il va prendre tout le temps la profondeur, et à gauche, il va peut-être tout le temps être dos au jeu. Et ça, c'est lié dans des aspects très techniques. très technique. Énormément sur le terrain. Exactement. Et des fois, on dit, ah, lui, il est tout le temps dos au jeu, il prend jamais la profondeur, il est nul. Ouais, mais parce que en fait. Mais parce que peut-être qu'il n'est pas à sa bonne position, tout simplement. Ok. Donc, en fait, il faut avoir un petit peu de la réflexion, une vision sur, en fait, et de pas dire, ce joueur, il n'est pas bon, mais dire, est-ce qu'on a apporté à ce jeune toutes les possibilités pour le rendre meilleur, pour l'aider à se développer? Parce que chaque jeune est différent. Toi, tu étais différent d'un autre. Donc, et en tant que responsable de la formation, que c'était à la préformation ou en tant que directeur de centre, je pense que notre responsabilité en tant que directeur, c'est comme un directeur d'école, quelque part, c'est de dire, et on est dans le très haut niveau là, donc il faut amener les joueurs en Champions League. C'est pas en Ligue 2, hein. Il faut amener des joueurs qui jouent en Champions League. Et Ça, c'est l'objectif. l'objectif, c'est de former des joueurs pour la Champions League. Mais on sait que peut-être 1 ou 2 arriveront par génération, et je peux te donner les statistiques parce que je les ai fait sur 15 ans. Tu peux, vas-y, si tu veux. Je te les donne. Donc, je sors un peu du contexte innovation. On revient après, parce que j'ai encore des trucs à dire. Les statistiques sur des générations sur 15 ans, on peut avoir sur une génération de 20 joueurs qui rentrent en U16, puisqu'il faut savoir qu'entre U7 et U20, on est à peu près entre 50 et 55 joueurs qui portent le maillot de l'OL. Toi, ta génération, c'était les 2002, donc Castello et Bradley. Sur 20 joueurs qui arrivent en U16, tu vas en avoir en moyenne 1,4. Je prends une moyenne sur 15. 1,4 qui va jouer à l'OL, qui fera 25 matchs. Qui fera 25 matchs? Oui, on avait pris le critère 25 matchs. Parce qu'il faut prendre un critère à un moment donné. On peut prendre 20, on peut prendre 10, on peut être remplaçant, mais là, tu en auras plus, c'est sûr. On avait pris 25 matchs titulaires. À partir de U16? À partir de U16, tu as 20 joueurs souvent dans une génération. Sur ces 20, tu en as 1,4, 1,5 qui va faire. J'avais pris de Benzema à l'année 2000. Qui va être titulaire à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il y a des générations, tu n'en as pas. Et tu as des générations, tu en as 3. Donc, ce sont des moyennes. Okay, il y a des générations où, après, entre 1,5 et 3 ou 4, ce seront des joueurs de Ligue 1 en moyenne qui vont peut-être atteindre la Coupe d'Europe à 24, 25 ans, 26 ans, un peu plus tard. Tu vois, des Romain Del Castillo qui sont arrivés plus tard. Et ça, je vais en parler sur l'apprentissage parce que c'est un élément très, très important. Et ensuite, tu as du 4e au 8e qui peut être professionnel, en fonction des générations en Ligue 2, dans des championnats peut-être plus mineurs, la Suisse ou d'autres championnats, et qui vont quand même faire une carrière. Professionnelle et une bonne carrière professionnelle. Hors des 5 grands championnats, quoi. En général, hors des 5 grands championnats, mais qui peuvent revenir en fait après sur les grands
les 5 grands championnats quand il y a plus de maturité. Ok. Donc, voilà, ce sont des statistiques, voilà, ce sont que des statistiques, mais des fois, il faut parler, et ce sont des bonnes statistiques. Ce sont des très, très bonnes statistiques, parce qu'on regarde Champions League. Des fois, tu peux avoir sur une génération 3 joueurs qui vont jouer en Champions League. Je parle de jouer en Champions League à l'OL. Ouais. Mais tu regardes aujourd'hui des Castello Luqueba, Bradley. des Malo Gusto, des Bradley. Tu vois, bon, ils sont sur 2 générations différentes, mais tu en as déjà 3 au moins. On peut rajouter Ryan Cherki alors sur Ryan Gusto, qui peut y aller. Amine qui va jouer, Gouiri qui va jouer à qui Champions va League jouer la l'année Champions prochaine. aussi. Cafré qui l'a joué aussi. Qui a joué, Melvin Barr qui joue l'Europa League et qui va être qualifié en Champions League avec Nice. Ça en fait des noms. Donc, moi, je te parle des générations que je connais le mieux, parce que c'est des générations que j'ai suivies depuis tout petit. Génération 2000. J'ai vu arriver Maxence en U12, Amine en U14, tous ces jeunes, Melvin qui est arrivé un peu plus tard en U16. Donc, ce sont tous des parcours différents. Mais en fait, on s'aperçoit que, voilà, et après, entre le 8e et le joueur 8e et le 20e, puisqu'il y a 20 joueurs qui rentrent dans la génération, c'est des joueurs qui vont faire des carrières de semi-professionnels, qui peuvent être National 2, National 3. D'autres vont arrêter le foot, d'autres vont jouer en régional parce qu'ils sont plus dans leur professionnalisation hors foot. Voilà, et après, il y a tout type de carrière. Mais c'est un peu les statistiques, en fait, qu'on avait faites. Mais ça montre la difficulté, parce que déjà, quand on est U16 à l'OL, c'est qu'on est un bon joueur. Normalement. Donc après, pour aller au très très haut niveau, c'est très difficile. Donc, et les parcours sont très différents entre les joueurs. Et alors, on va finir sur... on finit sur l'innovation, ensuite on passe. L'innovation, donc ce qu'on avait mis en place, on s'était aperçu que 80% des joueurs, suite à notre enquête, s'étaient sentis un peu seuls au centre de formation, auraient aimé un accompagnement psychologique. Donc en fait, Jean-Yves Augier, suite à son accident qu'il a eu en 2014, quand il a perdu la vue, on a mis tout de suite un département mental. On a commencé, parce qu'on s'est dit, tout le monde parle de mental dans les journaux, notre équipe. Ouais. On a perdu, on a un problème mental, on a gagné. Mais du coup, il faut être préparé aussi. Il faut être préparé. Et on sait que le parcours en centre de formation, il est très difficile. Et très difficile parce que c'est demandant, c'est très demandant. Tu l'as vécu. C'est très exigeant, il y a beaucoup de pression. Le jeune se met beaucoup de pression, il y a la pression qui peut se mettre lui-même. Puis il y a la pression sociale aussi de l'extérieur. Plus c'est une période aussi en général qui est liée à l'adolescence. Liée à l'adolescence, donc les transformations psychologiques et physiologiques, il se passe beaucoup de choses avec des joueurs qui peuvent perdre un peu leur niveau parce qu'il y a les transformations qui ont lieu U13, U14, U15, U16. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, on avait décidé, on disait au lieu d'en parler, on va agir. Donc, on a mis en place un département mental. Donc, on avait mis une expérimentation sur le yoga, sur la préformation 14 U15, 45 minutes de yoga par semaine. Pourquoi ? C'était une prise de conscience de son corps et de la respiration. C'était pour intérioriser, en fait, et comprendre ses émotions. Et ensuite, donc ce département mental s'est développé pour finir avec 2 personnes à temps complet d'accompagnement des jeunes de tout le centre de formation sur le plan mental, avec un hypnothérapeute et une préparatrice mentale. Et puis avec des séances de yoga jusqu'en U19, voire un National 2 en fonction des besoins. Donc toutes les semaines pendant 45 minutes. Qui n'était pas à la place des entraînements, mais qui était en plus des entraînements, ou sur un entraînement du jeudi, qui était des fois J-2 ou J-3, il y avait 45 minutes de travail individuel, 45 minutes de yoga. On essayait de mettre ça en place. Donc ça a été un élément important de la structure. On a été modélisant, je pense que même au niveau de la fédération, par rapport à l'accompagnement mental des jeunes. Et ce sont des graines, en fait, que l'on pose pour les jeunes. Certains ont besoin, certains n'ont pas besoin. Mais comme je t'ai dit, un directeur de centre de formation, il doit ouvrir tous les tiroirs. Ouais, tu mets des outils à disposition. Exactement. Cet outil, il est bon pour Antoine, cet outil, il est bon pour Ryan, cet outil, il est bon pour Maxence, cet outil, il est bon pour Bradley. Peut-être qu'il n'a pas besoin. Bradley a eu besoin à un moment donné. Cet outil, il est bon pour Castello ou pour un autre. Et du coup, ils peuvent prendre les outils. C'est comme sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le terrain, on doit à la fois, quand je parlais des profilages des préférences motrices, c'est ça, on doit profiler le joueur et savoir quel est son besoin sur le plan tactique, sur le plan cognitif, sur le plan technique, sur le plan athlétique, pour à la fois avoir un travail collectif pour le développer sur le plan cognitif, la connaissance du jeu, la compréhension du jeu les uns avec les autres,
mais à la fois sur le plan individuel, sur sa qualité technique, on doit travailler sur ses performances athlétiques. Et un enfant, un jeune est différent d'un autre, donc athlétiquement, on doit travailler différemment aussi. Donc en fait, et comme vous avancez pas Pas au même, rythme, pas à la même vitesse, ouais. je dis souvent, mettez 20 jeunes dans une piscine qui ne savent pas nager. Il y en a qui vont apprendre très vite, d'autres ils vont couler, d'autres etc. Ouais. Et d'autres qui vont arriver avant, et d'autres qui vont arriver après, mais d'autres qui vont les doubler. Donc en fait, et la formation, c'est quelque chose de très fin, et où il faut éviter d'avoir il faut avoir quelques convictions, mais des croyances très fortes, et mettre trop vite des étiquettes sur les joueurs. Et donc, ça a été l'innovation sur le plan mental. Après, en termes d'innovation, on a mis aussi, peut-être une dernière chose sur l'innovation, je me posais toujours la question, on savait mesurer les charges physiques des joueurs par les GPS, etc. Donc, tous les joueurs, par exemple, avaient des GPS de U14 jusqu'à National 2. Donc, on pouvait mesurer les charges d'entraînement, etc. Et puis, je me posais toujours la question, mais comment mesurer la charge cognitive? En fait, la charge cognitive, c'est la charge de concentration, toute la charge qu'il faut mettre, de concentration qu'il faut mettre dans les entraînements. Parce que quand tu fais un entraînement tactique, où tu mets beaucoup de densité, par exemple des règles, etc., le joueur va être perturbé sur le plan cognitif, il faut réfléchir, il faut décider vite, etc. Tu mets des jeux à une touche, avec beaucoup de densité, des couleurs, etc. Donc là, tu vas surcharger sur le plan cognitif. Et donc, je me disais, à quel moment il faut mieux travailler cognitivement pour que le joueur il soit vraiment dans un processus d'apprentissage. Tu vois, peut-être ça sert à rien à un certain moment de faire du travail cognitif parce qu'il est fatigué. Donc, quand tu es fatigué, tu es surchargé, tu n'apprends pas. Donc, en fait, l'idée, c'est dans une semaine d'entraînement, dans un macro-cycle et un micro-cycle, une semaine d'entraînement, à quel moment tu dois mettre la charge cognitive? Est-ce que c'est le mardi, le mercredi? Est-ce que tu dois doubler mardi, mercredi, comme généralement on le fait, les entraînements? Et donc, j'avais demandé à Sampousseau à l'époque, on avait trouvé une personne on a fait un partenariat avec l'Université de Montréal. Donc, on avait un étudiant de doctorat qui est venu pendant 3 ans à l'Olympique Lyonnais. Et avec un laboratoire de Montréal, on avait travaillé là-dessus on a fait des tests expérimentaux, donc sur toutes les catégories garçons et féminins. Il y avait 3 catégories garçons et je crois qu'il y avait 2 catégories féminines de la formation. Gros processus quand même. Gros processus de travail, de recherche. Et en fait, là, on est au niveau de la recherche. Là, on est de la recherche parce que l'idée, c'était, comme je parlais d'innovation, c'était vraiment de mettre en place de la recherche pour pouvoir. Maintenant, tous les clubs européens ont un laboratoire de recherche, un laboratoire d'innovation. D'accord. C'est fou. Et parce que la formation, c'est un élément tellement important en termes financiers ensuite pour les clubs qu'on est obligé de travailler on est vraiment arrivé en 15 ans, on est passé d'habitude en fait à vraiment dans les clubs européens maintenant des laboratoires, des analyses vidéo, de la recherche, du médical de manière incroyable pour vraiment aller sur la performance du joueur. Et donc on avait mis en place ce processus de recherche qui doit se finaliser. La personne est partie là dans un autre club en Allemagne à Hambourg, mais son processus de recherche doit se finaliser pour vraiment savoir. On a émis des hypothèses pour savoir quand est-ce qu'il fallait le travailler, comment sur la semaine d'entraînement il faut alterner tes charges physiques et cognitives, ou est-ce que en même temps il faut les mettre pour pouvoir avoir un processus d'apprentissage qui soit le plus efficient possible dans la semaine d'entraînement. Mais ça marche pareil pour les pros, je pense. Donc voilà, c'est des exemples il y en a d'autres, le football féminin qu'on a mis en place avec Sonia Bonpastor, donc ça a été des éléments très intéressants à développer. Avec des experts, en fait, l'idée c'est de prendre des experts. Mon but c'était de prendre des experts dans l'académie, dans le management, dans le travail pédagogique, dans la recherche, etc. De tous les registres pour innover et faire avancer le centre. Exactement. Ok. Et alors, il y a des trucs moi qui m'ont toujours beaucoup plu, notamment en tant que joueur, j'ai pu le vivre, c'est la manière dont vous inculquez les valeurs de l'Olympique Lyonnais. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me citer les 4 valeurs de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu as les 4 mots? Humilité, respect, excellence, engagement. Exactement. Comment est-ce qu'on implémente ça dans la tête des joueurs, des staffs, de tous les gens en fait qui portent l'écusson de l'Olympique Lyonnais? Ça commence dès petit en fait. Et je pense que l'éducateur déjà doit l'incarner. Donc il faut incarner l'humilité. Le bénévole, le dirigeant d'équipe doit incarner ça. Donc l'humilité, le respect, l'engagement, l'excellence. Je pense que pour inculquer ça aux jeunes, c'est toutes les minutes.
C'est à chaque moment, à chaque instant dans le vestiaire, la manière dont on se comporte quand on va en tournoi, quand on va en Ouais. match. Vous mettiez beaucoup l'accent sur le Sur- comportement Ouais, le cadre. en dehors Le cadre. du terrain. Le cadre. Ouais. Parce que je pense que le cadre, c'est l'élément précurseur. S'il n'y a Ok. pas de cadre, c'est très difficile. Ça ne marchera pas. Et des fois, des jeunes ont besoin de cadre en plus par rapport à leur vie À côté, sociale à ouais. côté. Donc, le cadre, c'est l'élément très important. Le cadre est la manière de se comporter en dehors du terrain et sur le terrain. Et c'est quelque chose qui est pas facile à inculquer. Et justement, on attend quoi d'un joueur? Parce que on parle souvent de l'aspect sur le terrain, mais qu'est-ce qu'on attend d'un joueur de l'Olympique Lyonnais en dehors du terrain? On attend qu'il ait. Parce que quand tu signes à l'Olympique Lyonnais, en fait, t'es Lyonnais, Olympique Lyonnais, quand t'es au centre, mais Mmh. quand t'es chez les pros, mais en dehors aussi. Ouais. Donc, on attend qu'il ait un comportement exemplaire, qu'il ait un comportement respectueux. On attend des choses qui sont des éléments éducatifs qui sont pour nous des éléments majeurs dans la représentativité d'un jeune de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous avez déjà dû remercier des joueurs qui étaient très bons sur le terrain, mais qui en dehors avaient un comportement qui était trop problématique pour l'Olympique Lyonnais? Ça nous est arrivé. On a toujours cru, on a toujours cette croyance qu'on peut changer les personnes. Mmh. Sauf que parce qu'on pense que certains ont des cadres éducatifs qui sont pas évidents et qui peuvent, à un moment donné, le football peut les aider, le cadre peut les aider. Et je pense que l'Olympique Lyonnais ou d'autres clubs ont réussi à permettre à des joueurs de switcher, en fait, et de pouvoir faire une carrière professionnelle derrière. Ou, je parle de ceux qui font une carrière professionnelle là, au niveau, mais aussi à ceux qui réussissent à trouver du travail et qui, souvent, qui ont utilisé l'OL parce qu'ils ont été inculqués par ces valeurs Ouais. ensuite dans leurs études, dans leur carrière professionnelle, et parlent souvent de l'OL aussi dans leur cadre de leur vie professionnelle, en fait, Mmh. qui a été un élément fondateur peut-être pour eux dans leur vie d'étudiant et ensuite dans leur vie professionnelle. Ouais. Donc, voilà, donc il y a effectivement le joueur, mais il y a l'homme derrière et l'homme qu'on doit aider, qu'on doit accompagner. Mais quelquefois, on peut pas quelquefois on peut pas parce que c'est trop difficile. Ouais. Quelqu'un, il doit quitter la structure. Alors justement, moi c'est un truc ça qui me je sais pas comment vous faites. En tant qu'éducateur du coup, à chaque fin de saison, l'Olympique Lyonnais, il y a pour ceux qui ne le savent pas, il y a une sélection qui se fait. Il y a des joueurs que vous devez remercier, donc c'est-à-dire qu'ils doivent faire leur valise et partir de l'Olympique Lyonnais. Il y en a pour certains pour qui c'est leur rêve. Toi, tu es éducateur, tu es proche de l'enfant, tu les vois évoluer, c'est des gens que tu vois quasiment tous les jours au quotidien. Comment tu fais? Est-ce que tu es obligé de mettre tes émotions de côté quand tu annonces à quelqu'un, bah voilà, l'Olympique Lyonnais pour toi, c'est fini? C'est très difficile. Ouais, et je veux bien le croire. C'est très difficile, notamment avec les plus jeunes. Avec le plus vieux, c'est moins difficile. Ah ouais? Ah moi j'aurais pensé l'inverse. Ouais, parce qu'il y a un peu plus de maturité, un peu plus des fois de prise de recul. Ouais, mais on se rapproche de l'objectif. Mais c'est difficile dans le sens où donc il faut effectivement notre côté affectif quand on a vécu des années ensemble, on s'attache. Et en fait, ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que en fait les parcours sont différents et qu'à un moment donné, garder un enfant ou garder un jeune dans une structure où il va pas forcément jouer, où il va être en déficit de confiance, où il va avoir un regard peut-être des autres qui sera difficile à porter, et ben c'est peut-être mieux à un moment donné d'aller dans dans un autre club avec une autre expérience et continuer son apprentissage. Et en fait, maintenant, après, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire, au début, ça a été un peu difficile parce qu'en fait, tu as l'impression de briser un rêve et tu casses un rêve. Mais c'est le cas pour certaines Oui, personnes, tu certaines brises. situations. Tu brises un rêve. J'ai vu des parents pleurer. Hein. Bah oui, bien sûr, bah évidemment. J'ai vu même des enfants qui pleuraient pas, mais les parents pleuraient. Mhm. Donc, tu brises un rêve et en fait, et c'est dur pour toi parce que tu as des enfants et parce que Tu transposes un peu la ouais, tu situation. transposes, donc c'est un petit peu difficile, mais tu brises un rêve, mais tu sais que finalement, derrière, il va y avoir un moment de résilience qui sera important, mais derrière, il y aura un autre parcours de vie. Et en fait, c'est au fur et à mesure, je remercie
beaucoup de joueurs quand même. Mais après, quand tu les recroises sur le terrain, quand tu rediscutes avec eux, tu vois qu'ils sont épanouis, qu'ils sont heureux finalement. Il y a pas de regret, en Il n'y fait. a pas de regret et ils t'en veulent pas forcément. Et ils s'aperçoivent que c'est une autre vie qui démarre, un autre cycle qui démarre dans un autre club. C'est pas forcément question de vous en vouloir, mais c'est juste que c'est hyper mentalement, ça peut briser, C'est très difficile. un jeune homme. Très difficile. C'est pour ça qu'on avait mis d'ailleurs l'accompagnement mental, parce qu'on avait décidé que les joueurs qui étaient pas gardés pouvaient être accompagnés aussi mentalement après par la cellule. Et on sait que c'est très très difficile. Très difficile. Alors, on a bien abordé le sujet de la préformation, de ce que tu as fait, l'innovation, ce qui se passe, etc. Et de la formation aussi, du coup, on a un peu tout fait. En 2017, tu changes un petit peu de poste quand même, tu prends une autre dimension, tu deviens directeur de l'académie, donc tu n'es plus au bord du terrain. En fait, tu gères maintenant une structure, tu structures l'académie OL. Qu'est-ce qui change pour toi? Et là, c'est quoi ton rôle et tes objectifs? Ce qui change, c'est que je porte la responsabilité d'une histoire. D'une longue histoire. Rien que ça, d'un club formateur historique. Donc je suis challengé parce qu'il faut continuer à sortir des joueurs. Je suis challengé par rapport à ça, mais je suis convaincu de ce qu'on a fait en préformation et de tout ce que je t'ai expliqué avant sur, en fait, deux choses qui me paraissent qui ont été très importantes dès le départ. C'est continuer à structurer l'organisation et les process. Les process, c'est la position et les missions de chaque personne et les relations entre les personnes, les prises de décision, pour perdre le moins de temps et d'énergie possible. Parce que quand tu as des process qui sont pas bien établis, tu fais des erreurs basiques, je sais pas, d'horaire, tu dois emmener des mecs en sélection, il y a des problèmes, des déplacements, enfin, toi, ça c'est les process, le médical. En fait, il faut générer un process entre toutes les parties du club. C'est de la logistique un peu. C'est de la logistique, mais c'est aussi des process de prise de décision. Tu vois, tu dois pas parler, par exemple, je prends un éducateur et il doit pas répondre à un journaliste parce que le journaliste l'appelle. Il doit passer par la direction parce qu'on a un service comme au club qui va décider si l'éducateur pour parler au journaliste. Ça, c'est du process. Un agent. Et c'est toi qui gères ça? Oui. Un agent, il peut pas appeler l'éducateur ou prendre un rendez-vous avec un coach. C'est pas possible. Ok. C'est moi, j'ai décidé tout de suite, les agents, il parle à Jean-François Villiers, il parle à personne, aucun éducateur. Je voulais vraiment protéger en fait les éducateurs et tout le système du club, de l'environnement, pour que les éducateurs soient sereins pour travailler, etc. Ça, c'est du process. Mais après, tu as des process internes aussi, des prises de décision sur les déplacements, sur les joueurs, sur le médical. Donc après, il faut organiser des réunions, etc., etc. Mais bon, ça, c'est donc il y a toute la partie organisationnelle, process, les missions, les rôles, les prises de décision. Et ensuite, tu as la partie, contenu, recrutement des joueurs. Ah, ça m'intéresse. Clé, donc on va en parler. Recrutement des joueurs. Et après, une fois que le joueur est là, comment tu construis tes effectifs. Comment tu construis des effectifs. Donc là, on parle des éducateurs. Voilà, comment tu construis tes effectifs et comment tu accompagnes ces jeunes jusqu'à la Nationale 2, aux portes des professionnels. Et après, dernière étape, comment tu gères le passage Nationale 2 Pro, qui est une marche aussi importante, qui est la plus grande marche de la formation. Alors, rapidement sur le recrutement. Parce que vous avez une cellule de recrutement qui est énorme. L'OL, du coup, forcément, on va dire que la formation, ce qui permet à l'équipe première de vivre, c'est les jeunes qui sont issus du club, mais qui sont premièrement recrutés. C'est quoi les critères? Comment vous faites pour recruter un joueur? Qu'est-ce que vous voyez chez un joueur, qui fait qu'il va être recruté? Déjà, la clé d'un centre, d'un club, c'est le recrutement. Ouais. C'est pas ce qui se passe après. C'est les recruteurs. Et ça, primordial. Primordial. Ouais. Si tu loupes ton recrutement, tu n'auras pas forcément les résultats escomptés. C'est pour ça qu'il faut être très humble en tant qu'éducateur. Personne n'a formé tel joueur. C'est les recruteurs et le système qui a permis d'accompagner un joueur, mais c'est le joueur qui s'est formé, c'est le contexte qui lui a permis de passer des étapes. Bien sûr que c'est important que le contexte d'exigence, d'intensité, de compétition, d'entraînement lui permette de passer des étapes et de progresser. Ça, c'est très important. Mais il y a le facteur numéro 1, la clé, et après, tu as tout le processus de contenu, d'entraînement qui va lui permettre peut-être de réussir. Donc, le recrutement... Et pour avoir suivi, j'ai eu la chance de suivre donc, ces jeunes pendant 12 ans.
jeunes, il a 10 ans. Ryan, quand je suis arrivé, il était 8, je crois. Euh, En fait, je me suis aperçu avec le temps, déjà, tu changes pas la personnalité des gens. Ah ouais. La personnalité naturelle des gens, c'est pas quelque chose qui se change. Il y a une maturité qui arrive, qui change pas forcément la personnalité. Ok. Ensuite, tu t'aperçois que pour aller au très haut niveau, il faut des bases cognitives élevées. Les bases cognitives, c'est la compréhension du jeu. Donc la capacité à scanner le terrain, prendre les indicateurs pertinents du jeu, Donc, voir. un des critères, L'intelligence l'intelligence de jeu. L'intelligence Ok. de jeu. Si tu veux jouer, ce que je dis souvent, le joueur qui joue en Champions League, il a une intelligence de jeu très très haut. Ceux qui jouent en Ligue 1, pas en Coupe d'Europe, bah, son intelligence de jeu peut-être moins développée, et ainsi de suite. Arsène Wenger disait les joueurs qui jouent en Champions League prennent entre 6 et 7 fois l'information Avant de recevoir le ballon. en 10 secondes. Ouais. En recevoir le ballon. Et après, il faut prendre les décisions pertinentes. Donc, il y a prendre l'information, mais à prendre les décisions. Donc là, au niveau du cerveau, on se rend pas compte, mais ça travaille énormément. Très vite. De manière inconsciente. Sûr, c'est des éléments qui sont inconscients pour le joueur, en fait. Oui, parce que c'est des habitudes pendant la formation. Ouais. C'est des habitudes et c'est des choses qu'il a construites souvent avant qu'il arrive en formation. Ah ouais, Okay. C'est pour ça que je parle du recrutement, c'est important. Parce que, en fait, l'intelligence de jeu, et ça, j'ai lu quand même des choses sur le plan scientifique, mais aussi, c'est mon expérience qui parle. J'ai jamais vu un joueur qui arrivait à l'Olympique Lyonnais avec une intelligence de jeu, on va dire, moyenne, devenir un joueur très 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 intelligent dans le jeu. Okay. C'est-à-dire que l'intelligence de jeu, ça ne se change pas. Elle se construit très jeune. Elle se construit entre ta naissance, parce que tu vas jouer, tu vas jouer à l'école après, etc. Elle se construit, tu vas jouer au foot, elle se construit entre ta naissance, et je pense, alors ça c'est expérimental, pas forcément d'éléments théoriques là-dessus, mais je pense que ça a eu 12, eu 13. Et après, en fait, ta base cognitive, c'est comme un câble, en fait, qui se transforme, etc. Et en fait, qui devient à maturité à 13, 14 ans. Et tu vas continuer à développer ton intelligence de jeu, ta capacité cognitive, parce que tout le système physiologique et neurologique continue à se développer, mais de manière beaucoup moins importante. C'est-à-dire que un joueur se transforme jusqu'à 24-25 ans. Et ça, c'est un élément clé de l'apprentissage, il faut savoir. Okay. C'est pour ça que les joueurs, il ne faut pas croire qu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est fini. C'est fini. On voit avec des joueurs, Georges Mikotadze, ouais. Il arrive à maturité à 23, 24 ans et il arrive à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il a continué à se transformer. Et là, à 25 ans, après, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'expérience du jeu qui va venir ensuite l'aider. Mais l'intelligence de jeu, en fait, elle se construit jeune. C'est pour ça que c'est important dans le recrutement de voir des joueurs qui sont intelligents, qui savent scanner le terrain, qui ont une capacité d'anticipation sur l'événement, sur est-ce qu'il faut jouer vers l'avant, est-ce qu'il faut jouer vers l'arrière, est-ce que je peux me retourner ou pas, anticiper la course de l'adversaire si je dois défendre, etc. Donc prendre les bons indicateurs pour avoir la bonne réponse, en fait, tout simplement. Et donc, je pense que dans le recrutement aujourd'hui, l'intelligence est un élément très important. Les éléments techniques sont importants, physiques sont importants, mais ils se développent. Par contre, la vitesse, c'est un élément très important qui ne va pas forcément beaucoup se développer. Parce que c'est un élément génétique. Donc, oui, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous mettez l'accent, la vitesse? Non, mais si tu veux avoir un joueur un peu plus complet, si tu es un joueur qui est intelligent et qui va vite, notamment en milieu de terrain sur les premiers appuis, on ne va pas lui demander d'aller très vite comme un ailier, mais d'aller très vite comme un milieu de terrain sur ses appuis, ça va être un élément très important. Donc il faut aussi trouver des joueurs à la fois intelligents, mais qui ont une dynamique d'appui qui est sur 4-5 mètres, qui est intéressante au milieu de terrain. Sur des profils extérieurs, ça va être différent. Enfin, extérieur sur les ailiers, sur les attaquants. Mais voilà, et le recrutement... Et après, donc, en fait, quand tu recrutes ces profils de joueurs, il faut voir, tu te dis, tu vas les prendre pendant 6 mois, 2 ans. Parce que notre idée, c'était de prendre un joueur au moins pendant 2 ans, quand il venait à l'Olympique Lyonnais, pour voir son évolution. Si un joueur, il avance, c'est-à-dire qu'il avance sur le plan cognitif, il progresse, parce que c'est difficile d'évaluer l'intelligence de jeu.
Ça allait être ma prochaine question, mais oui, C'est ton œil, c'est ton regard sur les éléments Il y a d'anticipation une sur le terrain. sensibilité différente, etc. Sensibilité, on a des visions différentes en tant que Voilà, recruteur, c'est ça aussi. formateur, donc il faut Mhm. qu'on arrive à un consensus. Donc, ces éléments qui sont des éléments fins de l'observation, en fait, quand tu décides de recruter parce que tu estimes que le joueur il a un potentiel, parce que des fois, peut-être qu'il est moins intelligent dans le jeu, mais tu dis peut-être que sur un poste d'excentré, sur un poste de latéral, sur un poste, un joueur, un milieu de terrain, peut-être qu'il va reculer parce qu'il y a des prédispositions à jouer derrière. Tu peux te dire, il y a quelque chose à faire. Donc, Mhm. tu laisses la chance au joueur et tu le mets dans des contextes et tu vois au bout de 2 ans s'il a vraiment progressé ou pas et comment il évolue. Et tant qu'un joueur il évolue, tant qu'un joueur il progresse, il faut le conserver, même Ok, s'il a une d'accord. maturité tardive. Même si Castello, c'était en 15, c'était difficile pour lui. Il était comme ça, il était fin, il était voilà, physiquement c'était difficile. Et en 15, tu joues des fois contre des gabarits qui sont des Ils fois sont déjà, 17. ouais. Donc il s'accrochait, Christian Bassella, il prenait toujours l'exemple, il s'accrochait comme un bateau à moteur derrière. Il faisait du ski nautique derrière les joueurs. Mais on savait qu'il avait, c'était une maturité tardive, mais c'était un joueur intelligent dans le jeu, il avait une qualité Techniquement bon technique aussi, ouais. de relance, il aimait défendre, il avait ce côté où il aimait défendre. Donc il fallait le laisser avancer tranquillement et voir jusqu'où il allait aller. Et justement, ça me fait une transition parfaite pour les questions d'après. On va devoir avancer un petit peu. Toi, tu as passé du coup 12 ans, 13 ans à l'OL. 13 12 ans. ans. T'en as vu passer des joueurs. Mm. Des très bons joueurs. Gusto, Barcola, Cherki, même Cacré, Gouiri, Mikotadze. Enfin bref, on va pas tous les citer, on n'a pas le temps. Est-ce que tu as remarqué un trait commun à tous les joueurs qui vont chercher le plus haut niveau? On vient de parler de l'intelligence de jeu. Ouais, bien sûr. Pour toi, c'est l'intelligence de jeu? Intelligence de jeu, tu vois, Georges. Ouais. C'est un cas, Georges. Parce que je l'ai pas gardé, enfin, c'est pas moi, c'est le système. Il est parti. Fin des U15, Ouais. on décide avec le directeur du centre, et bon, moi j'étais à la Préfo, qui rapporte au 16 U17. Mhm. Il avait des qualités, genre. Il aimait pas beaucoup courir à l'époque. Il aimait bien. Alors que maintenant, C'était maturité tardive. Il aimait bien la boxe et tu mettais des ballons dans la boxe, dans la surface de réparation. ouais. Il marquait des buts. Ouais. En futsal, il était très très bon. Ouais. Tu vois. Mais sauf qu'il y avait devant lui Esteban Le Paul qui arrivait, Ok. Amine Gouiri qui était là et Willem Jebels qui était là aussi. Il était Ouais. quatrième attaquant. Ça fait une bonne concurrence. Donc tu disais, il va pas jouer. Mm. Donc est-ce que ça vaut le coup de le garder parce qu'il va pas jouer? Peut-être qu'on aurait dû le garder, mais il n'aurait pas joué. Est-ce que s'il jouait pas, alors qu'il était à Saint-Priest, il a joué tous les matchs, Mhm. donc il a progressé, Mhm. après il est allé à Metz, voilà, ce sont des parcours qui sont géniaux, parce qu'ils sont différents. Ouais, parce que ça revient, il y a une belle histoire, etc. Et donc, ta question, c'était C'est quoi les le traits communs. trait commun? Est-ce qu'il y a un trait qui se dessine entre tous ces joueurs? Est-ce qu'il y a vraiment un truc en commun qui fait que ils vont au bout? Ou alors c'est leur spécificité à chacun qui fait que... Non, ils ont une intelligence de jeu. Ouais. Tous. On revient encore sur ça. Sur l'intelligence de jeu, c'est l'élément, le trait commun de tous ces joueurs. Cette capacité à être intelligent, cette capacité à lire les situations, à comprendre le jeu. Et en fait, c'est le contexte d'entraînement, l'intensité que tu vas mettre, d'entraînement, de compétition qui vont les faire progresser. Mm. Et c'est eux-mêmes qui progressent. Mm. Et jusqu'à 23, 24, 25 ans. Donc ça, c'est l'élément commun. Et après, il y a aussi, pour moi, un élément aussi qui est important, c'est la stabilité de l'environnement. Ok, C'est-à-dire que tous ces d'accord. joueurs avaient une stabilité Là, on parle d'environnement familial. familiale et agent. C'est-à-dire que des agents qui ont travaillé en coopération avec nous, Ok. avec le directeur du centre, et après avec le directeur sportif, avec la direction générale, avec le président, pour construire un projet qui leur permette en fait d'être protégés et de leur permettre tranquillement d'avancer. Et pas être sur des volontés d'avoir des contrats pro très très vite. Castello, Bradley, Malo ont eu des contrats stagiaires. Mhm. Donc, ils n'étaient pas pros à 17 ans et 18 ans, ils ont eu des contrats stagiaires et après, ils ont eu des contrats pros. Mais on est passé par le contrat aspirant, Castello n'avait pas de contrat, et Bradley, il n'avait pas de contrat aspirant, ils ont eu un contrat aspirant qu'à la 3e année. Mhm. C'est des joueurs sous convention, je crois, au départ. Castello, c'est sûr. Et du coup, c'est des joueurs qui se sont centrés sur dire je suis bien à l'Olympique Lyonnais, je suis de Lyon, j'ai un bon club formateur, on me fait confiance. Donc ils prennent leur temps en fait. Je prends mon temps et moi j'ai toujours, les formateurs le savent, chaque jeune est différent, chaque jeune arrivera peut-être, personne ne peut dire oui ou il arrivera, peut-être, mais on sait qu'il y a un potentiel qu'on va essayer de cultiver
Et la maturité va arriver. Il faut laisser la nature faire les choses. Donc, il y en a qui arriveront à 17, d'autres à 18, 19. Ryan, c'est un cas à part. Les joueurs sont certains hors normes, donc sont des cas à part, même si Ryan est arrivé très tôt chez les pros, mais il a fallu que la maturité arrive. On peut dire que c'est la Pour le- saison où il a atteint sa maturité Exactement, 20 ans. professionnelle. 21 ans. Et justement, tu me confiais au téléphone, il y a un mois de ça, que tu recevais beaucoup d'appels de journalistes, voire tous les jours, pour savoir... Non, pas tous les jours. Non mais, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Non mais que tu recevais quand même beaucoup d'appels de journalistes Oui. pour savoir comment c'était d'avoir Cherki ou Barcola, parce que c'est les joueurs les plus récents qui ont explosé. Réponds aux journalistes. C'était comment d'avoir ces deux joueurs? Non, il y a pas que c'est des joueurs, parce que ce sont des joueurs différents. C'est pour ça qu'on insiste dessus, parce que bon, c'est des cas Ouais, ce sont exceptionnels. des joueurs différents. Ce sont des joueurs. Est-ce que quelqu'un croyait en Bradley, en U14, U15, U16, U17? En tout cas, moi, c'est pas celui que je voyais exploser. Est-ce que les je te formateurs l'explique. croyaient? Est-ce que quelqu'un croyait en Castello en U15? Ouais, toi. Mais il n'y en avait pas beaucoup qui croyaient. Est-ce que Malo, il arrivait en U16? Non, il arrivait à U14. Mm. Voilà, il y avait un peu plus d'avance athlétique. Il jouait au milieu de terrain. Malo, ça a été un cas aussi parce qu'il jouait au milieu de terrain et il refusait de jouer à latéral droit. Ok, ah, c'est marrant. Pendant des années, il a Ah ouais. refusé. Il- Ça lui a bien rendu service, pourtant, de jouer. Et oui, mais c'est quand il est arrivé en pro qu'il s'est dit, ah ouais, Ouais, c'est pas peut-être mal. là, c'est peut-être là que je peux arriver. Et Ouais. aujourd'hui, il avait toutes les capacités parce que je pense que, bah voilà, je pense que à l'époque, c'est Amaury qui l'avait replacé. On avait décidé de le replacer latéral. Amaury Barlet, Barlet. coach, Voilà. éducateur à l'époque. Et on pensait qu'il avait les qualités. Donc, c'est notre rôle de formateur. On revient à une des premières questions, on revient à les mettre dans les meilleures prédispositions pour qu'ils puissent exprimer leur capacité. Donc, ouais, Ryan, Bradley, Ryan, c'était une belle aventure avec beaucoup il demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de place, parce qu'il voulait être au centre du vestiaire, parce que il adorait le football. Et il est amoureux du football, ça se voit. Ouais. Et il y a un trait commun, tu sais, qu'on n'a pas évoqué, un trait commun important, c'est que ces joueurs, ils sont jamais blessés. Il y a que Amine Gouiri qui s'est fait les croisés. C'est vrai. Mais ils peuvent se faire les croisés une fois, tu vois, dans leur carrière, ou être blessés. Clément Grenier avait eu une grosse blessure. Ouais. Gonalon avait eu une grosse blessure pendant 6 mois, 9 mois. Tolisso, en U16, a pratiquement fait une saison blanche. Et ces joueurs peuvent avoir une grosse blessure Ryan, en U13, il a été arrêté 9 mois à cause d'un problème de cartilage et de maturité, de croissance. Peuvent s'arrêter pendant une longue période, mais après, ils sont jamais blessés. Ok. Ou ils sont blessés 3 jours, 4 jours. Mais c'est des joueurs que, durant leur formation, ils sont jamais blessés. Donc, c'est un trait commun aussi à la réussite. C'est des joueurs qui s'entraînent. Ils s'entraînent. Ils sont tout le temps en compétition et entraînent. Pardon. J'ai fait un écart. Non, pas de souci. Dans le jeu, des fois, il faut Ouais, non, mais pas de souci. utiliser les espaces. T'as bien fait. Pour Cherki, on voit aujourd'hui que c'est quand même un joueur qui est hors du commun. Ouais. Qui a des attributs, moi je trouve autant physiques que. Enfin, je trouve qu'il est très avancé physiquement et technique. C'est un mec hors norme. Est-ce que vous travaillez différemment avec un mec comme lui? Ryan, ça a été un mec hors norme avec les pieds. Il savait tout faire. Très jeune, tu lui apprends pas à contrôler un ballon. Bah, c'est simple, avec nous, il marquait en arc-en-ciel. Donc, il faisait des virgules dans tous les sens, pied droit, pied gauche à 12 ans. Des images incroyable. dans futsal quand il était 8, 9, 10, c'est incroyable. Avec Claude Da Silva, qui était son grand pote. Ouais, bah, son qui pote était passeur. d'ailleurs excellent. Excellent. Ouais. Et Ryan, bon, qui techniquement, c'était incroyable en fait. Et il avait une vision aussi du jeu. Mais Ryan, c'est qu'il aimait le 1 contre 1. Il aimait le challenge. En fait, il aimait. Mais il voulait humilier en fait. Mais le foot, c'était ça pour lui. C'était ça pour lui. Et pour nous formateurs, c'était comment on va réussir à lui faire comprendre au fur et à mesure de sa formation qu'il va falloir à un moment donné utiliser Antoine, par exemple, ou un autre joueur sur le côté pour faire un 1-2 ou mettre un ballon dans l'espace, parce qu'il voyait en plus. Il était capable de le faire. Il était capable il était capable très jeune déjà de balayer des ballons à contre-pied. Tu es capable de regarder là et de mettre le ballon là. Donc, ça veut dire qu'il avait une capacité, c'était pas qu'un dribbleur. Il avait une capacité il voyait les choses. Mais on le voit aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appuie beaucoup plus sur la passe que sur le dribble. Exactement. Donc, en fait, on avait perçu ça.
Mais il aimait trop le 1 contre 1. Il aimait trop Après, dribbler toute l'équipe. il était fort aussi. Il est trop fort. Mais c'est naturel, c'est un enfant. Mmh. C'est un enfant. Donc, et il a un ego. Et très jeune, on avait eu des discussions. Et je me rappelle quand il était U16, il est arrivé en National 2. On avait mis très tôt en National 2 parce qu'en fait, on a essayé de le surclasser parce que Vous voulez le challenger, en fait. en fait, les très très bons joueurs, il faut les challenger pour les mettre ce qu'on appelle dans une zone d'apprentissage qui va leur permettre de progresser. Si tu les mets dans une zone trop faible ou avec des joueurs qui sont à moins bon niveau, ça va être facile, il va pas progresser. Si tu le mets trop vite, trop haut, il va être en échec. Ok. Donc il va pas progresser. Donc il faut le mettre dans une zone Une sorte de où juste il milieu. peut être à la fois en échec, c'est comme à l'école, tu vois, il faut le mettre dans une zone où tu vas continuer à apprendre. Mmh. Donc on l'a surclassé assez vite et les meilleurs joueurs, faut les surclasser, mais pas tous. Et il y a aujourd'hui trop de surclasse. Je parle pas à l'OL, mais il y a beaucoup de clubs qui pensent que surclasser c'est une bonne chose pour les joueurs, mais ce n'est pas une bonne chose. Oussema Aouar, à l'époque, il n'y avait pas forcément de surclassement, il est arrivé sans être surclassé. Bradley, il est arrivé sans être Il a pas surclassé. été surclassé. Castello, il est arrivé sans être surclassé. Malo, il a été surclassé d'une saison. Maxence Amine d'une saison, enfin d'une année. Je veux dire, donc il faut arrêter de croire que le surclassement va faire avancer plus vite les joueurs. Chacun avance. Et des fois, il y a même du déclassement qui devrait être fait. Ok. À un moment donné, moi, je vais demander à la Faire des exemples, des ouais. joueurs de maturité dans des championnats au Danemark. Les joueurs peuvent être, par exemple, U19, U18 peuvent jouer en U17. Il y en a D'accord. 3 qui peuvent jouer. Ok. Des joueurs U20 peuvent jouer en U19. Il y en a 3 qui peuvent jouer. Des joueurs qui ont à maturité tardive. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, et on est un peu rigide en France par rapport aux règles, c'est qu'il faut mettre les joueurs dans des dispositions pour progresser. Que ce soit les joueurs à maturité tardive, mais eux, dans leur génération, ils progressent parce qu'ils sont au taquet. Mmh. Que des Ryan qui a été surclassé de 2 générations. C'est monstrueux, hein. Je sais pas si on se rend compte. Ah ouais, c'est monstrueux énorme. d'avoir de 3 générations. À 16 ans, il a joué en National 2. énorme. Et en fait, tu t'aperçois que la formation, tu sais, quand tu es formateur, tu dis ouais, il faudrait qu'il arrive à faire ça maintenant. Puis quand il arrive une fois, tu dis ouais, ça y est, on a réussi. Mais non, mais il a fait quelque chose. Et tu dis en fait que la formation, C'est la constance aussi, quoi. c'est un long processus. Mmh. Et en fait, la formation, c'est tu sèmes des graines. Et en fait, finalement, tu t'aperçois, c'est qu'à peut-être qu'à 18, 19, 20 ans, en Ouais. fait, que tout ce que tu as fait pendant des années, tout ce que le formateur, le club a fait pendant des années, peut-être que ça va l'aider au moment quand la maturité va arriver. Et en fait, c'est ça la formation, c'est pas le résultat immédiat, mais c'est de voir les joueurs petit à petit se transformer à un moment donné. Ce que tu as enseigné du mieux possible va permettre, va à un moment donné émerger chez le joueur. 17, 18, 19, 20 ans, 21, 22 ans. Donc c'est ça la formation. Et Ryan, ça a été un cas un peu particulier parce qu'il a été très vite surclassé en pro. Il nous a un peu échappé à la formation parce qu'il a été très vite chez les pros. Ouais. Je pense mais ça a été son parcours. Il faut pas dire si on l'avait gardé à la formation, on aurait mieux fait pendant 1 an ou 2 ou parce qu'il était chez les pros, il aurait pu la formation, il serait arrivé plus vite. Peu importe, c'était son chemin et il faut pas avoir de jugement par rapport à ça. Un Willem Jebel, tu vois, pour moi, il était trop vite chez les pros. Ouais. Parce que son environnement l'a poussé très vite chez les pros. Donc il nous a échappé. On revient encore à l'environnement dont tu parlais tout à l'heure. Il nous a échappé. Et sauf que Willem, il avait techniquement, il avait des qualités athlétiques hors normes, des prises d'espace, il avait plutôt une bonne intelligence de jeu. Mais techniquement et sur le plan moteur, il avait un gros travail à faire. Un gros travail pour l'emmener après chez les pros. Et je pense qu'il lui a manqué un temps de formation. Avant de parler de toi, on va juste finir sur une dernière petite question qui peut paraître un peu abstraite, mais c'est un petit bonbon pour moi. Est-ce que tu pourrais me donner 3 des joueurs les plus talentueux que tu as vu passer à l'Olympique Lyonnais? 3 joueurs talentueux. Des plus talentueux ou C'est toi? quoi le talent pour toi? Le talent pour moi c'est quelque chose, il y a un mélange de constance, de choses qui sortent un peu quand même de l'ordinaire, et de facilité. Pour moi, Ryan Cherki représente parfaitement ça typiquement. Si je dois en citer un que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais que toi t'as connu, je sais pas si t'en souviens, mais Madiane Souni. Bien sûr. Je trouve complètement incroyable, qui est aujourd'hui en National 3. Mais bon, c'est pas à moi de faire le top. Écoute, ils ont tous du talent, ils ont tous du talent. Après Ryan, c'est vrai que c'est Ryan, Ryan.
Bradley, je trouve que ça aurait du talent. C'est pas celui qui ressort, pourtant, en général. Et, et il va encore progresser en plus, il va encore avancer. Euh, Après, je peux citer Castello, c'est un profil que j'aime bien. Ok. Mais c'est difficile. C'est difficile. Ils ont tous du talent Bien sûr. et des parcours différents. C'est pas dire qu'il y en a qui ont pas de talent, c'est juste que, est-ce qu'il y en a, toi, même avec ton regard de formateur, même avec beaucoup d'expérience, où parfois t'enlèves cette casquette et juste tu fais, waouh, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable en fait de. Ce qui est génial, franchement, pour moi, c'était génial, c'est de pouvoir suivre. Ils sont arrivés, ils faisaient 1m10, 1m20. Bon, allez, déjà c'est 13, et les voir 12 ans après, en pro à l'OL, adulte, et d'avoir juste toute cette transformation. En fait, ce que j'ai exprimé, c'était d'avoir cette prise de hauteur en fait, sur la transformation des joueurs. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure, peut-être, compréhension de la transformation des joueurs et de la formation. Bon, assez parlé des joueurs. Enfin, en tout cas, des joueurs en pré-formation, formation, etc. En France, c'est plutôt bien. Bravo d'ailleurs, félicitations, parce que c'est un petit peu ton... C'est un petit peu ton travail aussi, vu que tu as fait partie de l'Olympique Lyonnais. Oui, 4 joueurs en équipe de France qui sont passés par les rangs de l'Olympique Lyonnais. On parle de Gusto, Cherki, Kalulu et le dernier, Barcola. C'est ça. C'est énorme. Ouais, c'est très bien. Et il y en aura encore d'autres, je pense, j'espère qu'ils vont pouvoir s'intégrer petit à petit et que d'autres arrivent. Donc ça, c'est quand même un peu le fruit de ton travail, donc de tout ce truc de formation, directeur d'académie aussi. Mais en 2023, tu fais un peu enfin, tu dis que tu fais un peu le tour de tout ça, et tu as envie de retrouver un staff. Ouais. Tu retrouves donc le staff de Laurent Blanc, si je dis pas de bêtises, à la pré-saison. Ouais. Mais à ce même moment, il y a un gros changement d'institution à l'Olympique Lyonnais, puisque c'est John Textor qui devient actionnaire majoritaire et président du club. Tu le vois de quel œil, ça, à toi, étant donné que tu avais quand même une très bonne relation avec Jean-Michel Aulas? Oui, tout d'abord, j'avais fait 12 ans à la formation, et j'arrivais à 50 ans, et j'avais vu Jean-Michel Aulas avec Vincent Ponceau, et j'avais demandé, j'avais échangé avec Jean-Michel Aulas sur mon avenir à l'Olympique Lyonnais, et que j'avais envie de passer mon diplôme pro. Pourquoi ? Parce que j'avais envie, sur la dernière partie de ma carrière, de pouvoir envisager d'autres aventures. Mes enfants sont étudiants maintenant ou travaillent. Mon épouse aussi travaille, mais est artiste peint, donc elle est flexible aussi dans son travail. Et j'avais envie de sortir un petit peu, d'être dans un autre univers, et de vivre une expérience en fait, de terrain, retrouver le terrain que j'avais connu quand j'étais après formation et avant. Et j'avais vraiment envie de revivre sur le terrain. Donc j'ai demandé à passer mon diplôme d'entraîneur professionnel pour avoir tous mes diplômes. Parce que quand on va à l'étranger notamment, c'est important d'avoir le diplôme pro, même si tu veux travailler en formation. Donc Jean-Michel Aulas a été top, et donc m'avait donné cette possibilité de passer le diplôme pro, et donc j'ai pu intégrer le staff de Laurent Blanc. Je remercie Laurent Blanc, Franck Passy à l'époque, qui m'avait intégré. Et puis, on se fait toujours, tu sais, on s'imagine toujours des choses dans sa vie. Justement, ouais. On s'imagine des choses, qu'on va être intégré dans le staff, que ça va bien se passer, qu'on va faire une belle saison, qu'on va se construire en tant qu'entraîneur. Parce que moi, en fait, c'était pratiquement une reconversion que je faisais. Je passais d'un métier de directeur d'académie, et aujourd'hui, après l'Olympique Lyonnais, j'ai cherché un poste d'entraîneur. Quand j'allais voir des présidents de club ou des directeurs sportifs, moi j'avais un label ici sur mon front, directeur d'académie. Ouais. C'est ce que tu pas entraîneur. Dans une interview, tu as eu du mal à te défaire cette étiquette. J'ai toujours cette étiquette. Et l'idée, c'était de me défaire cette étiquette. Et j'ai eu plusieurs propositions pour revenir en directeur d'académie en France ou à l'étranger, mais j'ai toujours refusé, parce que je suis rentré depuis 2 ans dans un processus d'entraîneur, et j'ai envie de continuer pour voir jusqu'où je vais aller. Et après, peut-être que je reviendrai dans une instance, dans une DTN, peu importe, ou dans un club. Mais j'ai envie de vivre cette aventure. Donc, je suis arrivé avec le staff de Laurent Blanc, et puis, il y avait quand même des tensions entre Laurent et la direction et John Textor, parce que Laurent Blanc avait été choisi par Jean-Michel Aulas. Il y avait
forme d'incompréhension, je pense qu'entre les deux. Et Laurent connaissait très très bien le football, donc savait que ça allait peut-être pas forcément durer. Et donc au mois de septembre, il a été évincé. On a eu des mauvais résultats en début de saison. Surtout ça, c'est... Et je pense qu'il y avait un vestiaire qu'il fallait aider, reconstruire. Laurent avait demandé certains joueurs, certains profils qu'il n'avait pas eu. Il sentait bien qu'il avait besoin de certains profils. Et puis voilà, bon, il est parti. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand Textor arrive, concrètement, toi qui es dans le club depuis très longtemps, c'est quoi les changements? Parce que c'est une sorte de séisme quand même à l'OL. Jean-Michel Aulas, président historique, quitte le club. C'est John Textor, un Américain qui arrive. C'est très très différent des valeurs de l'Olympique Lyonnais. Ouais. En fait, on l'a pas senti au départ parce qu'au départ, moi j'avais rencontré John Textor, il était venu à l'académie parce que le président là, c'était resté président pendant une période. John Textor venait, il était actionnaire. C'est quand il était que actionnaire. Mais il avait racheté le club, mais Jean-Michel Aulas était resté président dans le cadre d'un accord. Ouais. Et donc finalement, pour nous, il y avait une certaine tant que Jean-Michel Aulas était là, il y avait une certaine continuité, même si c'était Textor qui avait acheté le club. Et puis en fait, je crois que c'est début mai 2023 où là, il y a une déflagration au niveau de l'OL et de Lyon, on va dire, puisque là, donc Jean-Michel Aulas, je crois que c'était le 6 mai. C'était le 5 mai. Le 5 mai, est évincé en fait du club et doit quitter son bureau du jour au lendemain, ce qui est incroyable, quoi. Et il a été obligé de quitter son bureau du jour au lendemain. Dans notre culture. On parle de Jean-Michel Aulas, hein, je sais pas si on se rend compte, c'est quand même dingue. C'était incroyable, quoi. Dans notre culture française, ça se passe pas comme ça. Voilà, il y a aussi un choc des cultures. Exactement. Par exemple, on l'a vu avec Pierre Sage cette saison. Quand on est mis de côté, ça se fait très vite. Ouais, très vite. Ouais. Et donc, à ce moment-là, John Textor prend vraiment les rênes du club et décide. Donc, c'est à ce moment-là que, avec Laurent Blanc, ça se gâte un peu, que Laurent Blanc part. Moi, je me retrouve ici. Parce que toi, t'es encore dans le staff, même quand Laurent Blanc part. Oui, je fais un match en intérim parce que Laurent Blanc part. On va y venir justement. Le Havre. Et puis, je savais même pas si j'allais faire le match, puisqu'on m'appelle, Laurent Blanc doit partir. Donc, moi, j'appelle Laurent, ça s'est super bien passé. Vraiment un gentleman. Vraiment quelqu'un de très bien, top, vraiment une belle personne. Il vient dire au revoir aux joueurs. Avec Franck. Et il part avec Franck Passy. Ouais, il part avec Franck. Et en fait, moi, on me dit il faut que tu prennes l'équipe lundi, mardi, mercredi. Donc, t'es pas prévenu? Non, je suis prévenu la veille. Ça se fait en 24 heures. Ça se fait comme ça, quoi. Parce que je suis là et tout le staff part. Donc, je suis le seul adjoint avec Rémi Vercoute, on reste. Donc, Vincent me dit t'as besoin des personnes pour t'accompagner. Je propose Jérémy Bréchet parce que j'avais besoin de quelqu'un comme Jérémy avec qui je suis très complice. Et puis j'avais demandé à Sonny Anderson que j'apprécie aussi, on avait collaboré un peu parce que je voulais quelqu'un pour les attaquants parce qu'on avait des difficultés à marquer des buts, mais c'était 3 jours, 4 jours, je savais pas. Donc à ce moment-là, tu constitues quand même un staff. Je constitue un staff parce qu'on sait que c'est pour quelques jours. On savait pas si on allait être sur le banc pour le match du Havre, parce que on savait que il y avait un entraîneur italien qui arrivait. On savait pas si c'était Grosso ou comment il s'appelle l'autre. Je me rappelle plus. Je sais pas qui était. Grosso arrive et on sait qu'il officialise sa signature le jeudi-vendredi. Et comme il officialise sa signature que le jeudi-vendredi, on avait fait la semaine d'entraînement. Finalement, ils m'ont dit tu fais le match et puis après Grosso prendra les rênes le Fabio Grosso prendra les rênes dès le lundi. Alors dans tout cet ouragan, toi, t'arrives quand même à faire un match en tant qu'entraîneur. Non mais c'est vrai, en tant qu'entraîneur intérim. Très fier. Dans ton club de cœur. Ouais, voilà. Les sensations, les émotions quand. Incroyable. Fou. Votre dingue. Ouais. T'as ressenti quoi? J'ai ressenti comment dire, beaucoup de la fierté, mais satisfait. Mais c'est allé beaucoup trop vite en fait. Et parce que si j'ai un regret, c'est qu'on nous ait pas laissé 3-4 matchs avec le staff parce que t'as pas le temps en 4 jours. De maîtriser. On avait pris beaucoup de buts pendant les matchs précédents. Je crois qu'on en avait pris 5 je sais plus combien contre le PSG. On avait pris beaucoup de buts. Et en fait, on s'était dit avec le staff qu'il fallait déjà, si on veut gagner un match, seulement en prendre 2 buts. Donc, on avait travaillé sur 3 jours, notamment beaucoup sur la partie défensive pour essayer de solidifier un peu notre bloc. On a fait 0-0 contre le Havre. On aurait pu gagner.
Mais bon, en fait, ça va tellement vite. C'est un espèce d'ouragan entre constituer ton staff, faire les entraînements, la presse, Ouais, les c'est ce que j'allais médias, dire tout ce aussi. qui Il se y a, passait il y a une autour. pression médiatique Donc, qui est énorme. il faut essayer de vraiment se centrer sur les joueurs, l'équipe. Et puis, tu as le match qui arrive le dimanche soir, qui est en prime en plus. Donc, c'était top. Et en fait, tu t'aperçois que ça va très, très vite. Et tu te dis, ben, peut-être que j'aurais dû faire ça pour gagner le match. J'ai peut-être pas pris les bonnes décisions. Et tu te dis, bah, j'aimerais bien avoir un match supplémentaire parce que je devrais peut-être gérer un peu différemment sur la fin de match et avoir un autre match supplémentaire, avoir 3-4 matchs parce que finalement, ça va trop vite. Et le seul regret, c'est celui-là. Mais c'était une superbe expérience. Mais j'ai senti, tu vois, c'était incroyable parce que ça, je l'ai dit à personne. Mais j'ai senti, après le match, comme si c'était une représentation un peu théâtrale et que le rideau était tombé, s'était baissé. Et c'était comme la fin de quelque chose. Ok. Ah, t'as conscient. T'as senti à ce moment. Enfin, et ouais, maintenant que. comme si c'était la en fait, fin. Voilà, j'ai fait le match. Je parle aux joueurs dans le vestiaire. T'as l'impression que c'est ta dernière? Bah ouais. Mais je savais pas que ça allait être ma dernière au club et que quelques mois après, je serais plus au club. Moi, je pensais continuer avec Fabio Grosso et puis Pierre Sage et ainsi de suite parce qu'il y a tellement eu d'événements cette année-là. Et finalement, et je l'ai dit à quelqu'un, j'ai senti que le rideau était tombé. Voilà. C'était ma dernière pièce. Okay. J'avais joué ma dernière pièce. Et du coup, le regret de ne pas avoir joué une autre pièce et une deuxième et une troisième. C'est ce que je vais te demander. Est-ce qu'avec un peu de recul maintenant, tu penses que tu avais quand même la légitimité de reprendre l'équipe, par exemple, à la place de Pierre Sage, qui n'avait pas forcément plus d'expérience que toi à ce moment précis? Je pense que... si tu veux, je pense qu'on aurait pu faire... Il y avait une trêve internationale qui était début octobre, il y avait 5 matchs. Et j'aurais bien aimé faire les 5 matchs jusqu'à la trêve internationale pour avoir un premier jugement. Ouais. Et dire, bah voilà, au bout de 5 matchs, si effectivement t'as pas de résultat, si l'équipe, les joueurs sont pas contents, bah ok, tu t'en vas, c'est comme ça, et c'est logique. Ouais. Mais j'aurais aimé avoir plus de temps. On a fait 3-4 entraînements, plus de temps pour préparer l'équipe et l'amener sur un mois. Toi, c'était un mois. Bon, voilà, c'est le seul regret, mais déjà, si on regarde ce que j'ai fait à l'OL, c'est déjà magnifique. Je suis arrivé pendant 13 ans, ce que j'ai fait, c'était incroyable. Et bravo pour ça. En plus. Ouais, merci. C'était génial. Alors, donc, tu dis dans une interview, je crois que c'est un mal pour un bien d'être parti à l'OL parce que ça a permis de te reconcentrer sur d'autres projets. Mais est-ce que tu en veux quand même un petit peu à l'institution Textor que ce soit passé comme ça, d'avoir été évincé un peu de cette manière? Ça a été dur la période avec Fabio Grosso pendant 2 mois parce que Fabio arrivait avec un staff italien. Et du coup, j'ai été mis au placard. Moi, je passais mon diplôme d'entraîneur pro en même temps. Donc, je m'occupais des joueurs qui jouaient pas. Je m'occupais des joueurs qui n'étaient pas forcément dans l'entraînement. Ou des fois, Fabio me donnait quand même un jeu d'échauffement à faire parce qu'il y en avait plusieurs. Il fallait plusieurs sur le terrain. Donc, ça a été... mais ça a été une opportunité, par exemple, pour moi. J'ai eu Tolisso en individuel, j'ai eu Lacazette, j'ai eu des joueurs de l'équipe professionnelle en individuel avec le préparateur physique parce que soit ils revenaient de blessure, soit il fallait les faire travailler, ou d'autres joueurs comme Diomandé qui jouaient pas à l'époque, avec Fabio. Donc j'avais eu des joueurs et du coup je me suis un peu... J'avais jamais fait ça sur le travail individuel. Okay, donc créer des séances individuelles. Donc ça m'a obligé à travailler sur l'individualisation. J'ai beaucoup utilisé au Danemark sur avoir un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, bah, comment les faire progresser sur une séance d'1 heure. Et ça, finalement, ça m'a construit sur l'individualisation du joueur. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est une de mes compétences en fait. Donc ça m'a apporté ça. Et puis après, quand Fabio Grosso est arrivé, Pierre Sage est arrivé. Effectivement, le sens des choses, c'était que soit il y avait un autre entraîneur qui arrivait d'expérience, soit moi qui étais dans le staff pouvais prendre l'équipe de nouveau. Pierre que j'avais fait revenir au centre. Oui. C'est toi qui parce qu'on se connaissait depuis 15 ans. C'est un petit peu paradoxal, enfin, avec le fait qu'ils reprennent l'équipe à ta place, quoi, après. Donc, voilà, et bon, il avait sûrement des réseaux proches de John Textor que j'avais pas forcément, et donc il est devenu entraîneur de l'Olympique Lyonnais, voilà, avec la réussite qu'il a eue. Donc, il faut féliciter pour la saison qu'il a faite. Il a d'ailleurs fait un très beau parcours, quand même. Exactement. Donc, voilà, ça a été une période un peu compliquée pour moi parce que
Pierre a décidé de me sortir du staff à Noël, à la trêve, puisque une fois qu'il a été promu en tant qu'entraîneur principal, il a voulu reconstituer un staff. Et donc, moi, j'ai été évincé du staff. Et donc, ça a été, voilà, on m'a annoncé, le directeur sportif me l'a annoncé. Pierre me l'a pas annoncé, le directeur sportif me l'a annoncé, comme quoi j'étais évincé du staff. Et c'était comme ça. Et puis voilà, donc c'est le football. Et à un moment donné, il faut se reconstruire, parce que quand tu as passé 13 ans dans une structure comme l'Olympique Lyonnais, et que tu as donné, tu as œuvré des fois 7 jours sur 7 pour l'OL, et du jour au lendemain, tu es chez toi. Ouais, ça fait bien. Et que tu n'avais pas imaginé ça, donc c'est compliqué, c'est une période compliquée. Donc il n'y a pas forcément d'amertume, mais ça représente quand même une période qui est compliquée pour toi, même émotionnellement parlant, quoi. Ouais, c'était compliqué émotionnellement. Il a fallu, je me suis fait aider, voilà, il a fallu me reconstruire en tant que coach et retrouver un projet. Donc, moi, je voulais partir de l'Olympique Lyonnais très propre, c'est-à-dire dignement, avec des bonnes relations avec les dirigeants, même si avec John Textor, Vincent Posso aussi était parti chez les filles. Donc, je pense qu'en fait, toutes les personnes avec qui j'avais construit une histoire étaient parties. Vincent Posso était le dernier. Et c'est pour ça qu'une fois que Vincent Posso n'était plus là, finalement, j'ai été écarté par les nouvelles personnes décisionnaires du club. Bon, ça a été comme ça. Écoute. Ça a été comme ça et ça t'a mené du coup vers ton projet actuel. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. On croit qu'on va jamais partir. Et finalement, Mais finalement, c'est bien que des fois les autres ils te sortent. Ouais, parce que ça te permet de construire une autre aventure. C'était la fin d'un cycle en fait. Ouais, et il fallait reconstruire un cycle. Et finalement, c'était pour ça que je dis que c'était un mal pour un bien. C'est qu'il fallait peut-être de l'OL, parce que j'aimais beaucoup l'OL et j'aime l'OL, et qu'il fallait que je me reconstruise en tant qu'éducateur. Donc, fin d'un cycle. Parce que j'avais quand même moins d'expérience que Pierre sur le plan de l'entraîneur. Il faut le dire aussi. Pierre avait quand même des expériences de terrain, beaucoup moins de formateurs que moi, mais de terrain avec le Red Star, avec différents clubs en tant qu'adjoint. Ok, voilà. Okay. Donc, je disais fin d'un cycle, mais début d'un nouveau. Cette année, du coup, tu as été dans le staff du AC Horsens, si je le prononce bien, au Danemark. Oui. Donc, nouveau projet. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est bien passé? La vie au Danemark? Un gros changement pour toi quand même? Ouais, un gros changement et une aventure. En fait, très content d'être allé au Danemark parce que déjà, je voulais découvrir une nouvelle culture. Donc, la culture scandinave, danoise est forcément intéressante à découvrir. Un club qui joue en première division, mais première division, c'est la deuxième division là-bas, qui a été racheté par un Américain il y a 1 an et demi, avec un nouveau projet, notamment de post-formation, de recrutement, d'accompagnement des jeunes pour les exposer, ensuite les vendre. Donc, une volonté de monter en Superliga. Et donc, dans un staff danois, j'étais le seul Français au départ dans un staff danois. Donc, j'ai pratiqué mon anglais. Ouais, ce que j'ai dit. Je parle très bien anglais, là. Et puis, une culture où les joueurs on n'a pas de problème d'attitude et de comportement, d'horaire, etc. Les process sont très bien respectés. Donc ça, c'est top. On peut vraiment se concentrer sur le travail. Un club qui avait des bonnes structures aussi de terrain, etc. Donc j'étais très, très content d'être là-bas. Et puis, par contre, moins de travail en termes de volume de travail que nous en France. Donc j'ai initié moi le travail individuel, j'ai initié des extra-sessions, les jours, les day off pour les jeunes ou les après-midi pour stimuler les joueurs, parce qu'on sait que les joueurs ont besoin d'être stimulés, notamment les 18-23 ans, afin de pouvoir progresser. Donc ouais, une belle expérience. Aujourd'hui, je suis en fin de contrat, donc je ne sais pas si je vais continuer là-bas. Avant que je parte, j'ai eu une longue discussion avec le propriétaire américain, puisque il y a eu un nouveau coach qui est arrivé. On a eu un changement de coach. Le football est très instable. Et donc, ils ont pris un nouveau coach danois il y a 3 mois. Je suis resté assistant, head coach, assistant. Et voilà, le coach préfère plutôt un danois. Donc, amis danois. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si je vais continuer au Danemark ou pas. J'aurai une décision dans les prochains jours. Et justement, ça mène vers une de nos dernières questions. Tu te vois où dans les prochaines années là? Enfin, quels sont tes objectifs à court terme, long terme? Mes objectifs à court terme, c'est de continuer à entraîner. Donc, je suis content d'être dans un staff, c'est important, parce que ça me permet de construire en tant que coach.
Comme je l'ai dit, c'est un phénomène de reconversion. Mais dans l'âme, je suis un manager, un leader, et j'ai envie d'être numéro un parce que j'ai un plan que j'ai écrit. Mmh. J'ai un plan pour être en tant que manager d'équipe, ce que je voudrais faire avec une équipe, que ce soit sur le plan de la cohésion, sur le plan de la dynamique d'équipe, sur le plan des contenus d'entraînement, comment faire jouer l'équipe en fonction des caractéristiques et des profils de joueurs. Donc c'est quelque chose que j'ai construit depuis 2 ans Mmh. en tant qu'entraîneur pro, puis après en tant qu'assistant à l'OL et assistant au Danemark. Donc j'ai envie de pouvoir être numéro un dans une équipe C'est ce que j'allais te dire. professionnelle. Mmh. Alors, j'ai pas de référence en tant que numéro un, donc c'est pour ça qu'il faut toujours trouver quelqu'un qui te fasse confiance à un moment donné. Donc j'ai toujours eu quelqu'un dans ma vie quand j'ai commencé en tant qu'éducateur à la sortie de mes études, qui m'a fait confiance. Donc Ouais. j'espère qu'il y aura quelqu'un qui me fera confiance dans l'année à venir, soit cette saison, soit l'année d'après. Mais ça m'embête pas d'être dans un staff parce que ça me permet de continuer à me construire, de voir différents types de coachs, D'apprendre aussi. d'apprendre parce que quand j'étais directeur de centre de formation, j'ai côtoyé des coachs comme Mmh. Genesio, j'ai côtoyé Peter Beau, j'ai côtoyé Rudy Garcia, j'ai Mmh. côtoyé différents coachs, donc j'ai vu comment ils fonctionnaient. Ouais, J'ai vu ouais. Laurent Blanc, j'ai vu voilà 2 coachs danois, donc voilà, j'ai vu comment les coachs fonctionnaient. Ça me permet de prendre le meilleur d'eux-mêmes et de pouvoir me construire en tant que coach. Donc, ça ne me dérange pas d'être continué assistant avec une expertise. Moi, j'ai une expertise sur l'accompagnement des jeunes dans une équipe professionnelle. Donc, ça, ou être coach U23 s'il faut, Oui. ça m'intéresse aussi parce que ça me permettrait d'être numéro un. Donc, voilà, Mais bon, l'objectif, ça reste quand même d'être numéro un sur. exactement. On pense à l'OL, évidemment, je pense. L'OL, c'était une Tu peux pas me dire que c'est pas un objectif dans ta tête, c'est pas possible. Je sais pas si ça doit être difficile de revenir. Donc aujourd'hui, je suis plus, si tu veux, je sais pas si je peux revenir tant qu'il y a John Textor. Je sais pas. Ok. Je peux pas. Par rapport à vos relations ou par rapport à. Non, parce qu'on n'a pas eu de relation. On a eu des bonnes relations. Ok. J'ai croisé 2, 3 fois. Mais par rapport Ce qu'il à ce que je véhicule. perçois de l'extérieur Ouais, c'est ça. et aujourd'hui à ce que je perçois, à l'instabilité qui règne au club. Bah là, on est en plein dans l'instabilité, là. Moi, j'ai vécu les ères là, enfin des ères où il y avait un plan, une stratégie, fallait suivre. Bien sûr qu'il y a eu euh, tout n'a pas été facile, mais il y avait des résultats et on avançait. Et je peux pas être dans une structure où il y a de l'instabilité, parce que je pense que la réussite d'un club, c'est la stabilité. Tu vois, la Mhm. stabilité, et que Pierre soit débarqué, euh, je suis surpris, Ouais. tu vois. Et je pense que la stabilité est un maître mot. Et passer d'un club, un joueur à un autre, enfin, ce système de prêt avec multipropriété, aujourd'hui, je pense que ça peut fonctionner. Mais Mais. je pense que John Textor est un peu instable. Et je connais pas l'ensemble des montages financiers qu'il a mis en place, Mhm. parce que c'est très, très opaque et je suis pas du tout compétent là-dedans. Mais il y a trop de facteurs vulnérables. Aujourd'hui, il y a trop de facteurs vulnérabilité au sein du club. Ok. Donc, difficile de se projeter au sein du club. Même si on me demandait de revenir directeur d'académie, je dirais non. D'accord, ok. Ah oui, carrément. Oui, parce qu'il y a trop d'instabilité. Donc, et j'ai envie d'être à l'étranger, plus à l'étranger, même si on me propose un contrat en France, je l'accepterai volontiers. Mais aujourd'hui, j'ai découvert une année au Danemark et je trouve que c'est fabuleux de pouvoir découvrir des cultures, de s'enrichir et vivre à travers le foot des expériences. C'est ça qui me passionne aujourd'hui. Et bien sûr, j'ai commencé à l'académie, même avant à la fédération, dans un club amateur et ainsi de suite. Je me suis construit. Donc, bien sûr, on a envie d'être coach numéro un et de pouvoir faire progresser une équipe et de pouvoir être coach numéro un après sur des niveaux supérieurs. D'ailleurs, Régis Lebris, qui est monté avec Sunderland Ah en oui, c'est première vrai, ouais. ligue, Mhm. voilà, c'est génial. Ce sont des parcours géniaux, On va devoir conclure, Jeff. bien sûr. Merci beaucoup pour tout cet échange. C'était franchement pertinent, intéressant. On va finir sur quelques mots quand même, notamment pour les jeunes de l'Olympique Lyonnais. Si tu as des mots à leur glisser, des conseils, qu'est-ce que tu leur dirais là? Je leur dirais de bien travailler à l'école. Ça, c'est la première chose. Parce que l'école, c'est quelque chose c'est stable et ça te permet d'avoir un cadre et un métier. Parce qu'il y a très très peu de joueurs qui réussissent à être des joueurs professionnels. Donc, travailler bien à l'école. Et puis après, profiter de chaque moment, de chaque entraînement. Je dis souvent aux joueurs, ne gaspillez pas votre temps sur le terrain.
Parce que quand on fait 250, 260, 270 entraînements par année, des fois, on a l'impression qu'il y a une routine qui s'installe. Donc, il faut être capable d'avoir comme au premier entraînement, cette énergie, cette capacité à être heureux sur le terrain, cette notion de plaisir. Mais je dis souvent, la notion de plaisir, elle vient dans le jeu, mais dans la performance aussi. Tu vois, dans la performance, dans l'exigence. Je pense que la notion de plaisir, elle vient là-dedans. Elle vient pas, ou sinon, elle vient dans le 4x4 que tu fais avec tes potes sur le terrain de campagne ou dans le football. Et c'est génial, c'est une notion de plaisir aussi. Mais si tu es à l'OL, le plaisir, tu dois le trouver bien sûr, dans le jeu. Dans le jeu, mais dans l'excellence et dans la performance, parce que c'est ton moteur à un moment donné. Et je pense que ce qui est le plus important en tant que formateur, c'est, tu vois, tu l'as vécu, c'est la flamme qui est à l'intérieur de chaque joueur, c'est que la flamme, elle ne s'éteigne pas. Parce que des fois, la flamme, elle s'éteint. Et si la flamme de la motivation s'éteint, c'est très dur de la rallumer. C'est fini. Et le joueur, il ne peut plus progresser. Et donc, je pense que le rôle d'un formateur et d'un coach, c'est de garder cette flamme allumée tout le temps. Parce qu'il y a des hauts et des très bas, des fois, des très hauts émotionnels. Et il faut garder cette flamme allumée au sein de chaque personne pour qu'elle continue à être motivée à jouer au foot, tout simplement, à progresser. Et je pense que dans tous les contextes, c'est la même chose. Merci Jeff. De rien. On va finir sur ces mots. Merci Antoine de m'avoir invité. Avec plaisir, c'était vraiment un plaisir. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Le Petit Stade avec Jean-François Vuez. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous.